Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous les étudiantes de notre master d'interprétation et on va faire une simulation de conférence sur le thème de la pandémie et les effets psychologiques de cette pandémie sur les jeunes adultes. Alors, on va commencer cette conférence et on a le plaisir d'avoir parmi nous Madame Antje Wittenmeier, qui est une professeure de notre université et aussi notre chère coordinatrice de cette master d'interprétation. Alors, pour faire une petite salutation, Madame Wittenmeier, vous avez la parole. Merci. Und nun spreche ich auf Deutsch. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, heute noch eine Mock-Konferenz unseres Masterstudiengangs Konferenzdolmetschen eröffnen zu dürfen. Solche Mock-Konferenzen werden spätestens alle 2 Jahre organisiert und bilden eine beliebte Form praktischer Übung am Ende eines 2-jährigen Dolmetschstudiums. Für Ihre Organisation möchte ich mich besonders bei meiner Kollegin, Frau Christina Siamidou, bedanken, sowie auch bei den Rednerinnen und Rednern, die uns heute mit ihren Beiträgen bereichern werden. Diesmal findet die Mock-Konferenz online statt und wird von Studentinnen gedolmetscht, die aber auch den größten Teil ihres Studiums online absolviert haben. Dies bedeutet einerseits, dass unsere Dolmetscherinnen bald unsere Universität verlassen werden, um ihren Berufsweg in der Welt des Dolmetschens zu finden. Und andererseits bedeutet dies, dass sie eine neue Generation von Dolmetscherinnen und Dolmetschern bilden, die mit Remote Interpreting vertraut sind. Nämlich mit dieser neuen Form der interkulturellen Kommunikation, die nun seit über einem Jahr unseren Alltag dominiert. Ein Alltag, der uns tagtäglich mit der bis vor 1,5 Jahren kaum vorstellbaren Pandemie des Covid-19 und ihren Konsequenzen konfrontiert. Als besonders hart haben sich leider diese Konsequenzen für die jungen Menschen weltweit erwiesen, obwohl sie eigentlich gesundheitlich am wenigsten von ihr bedroht sind. Trotzdem sind diese jungen Menschen diejenigen, die weltweit seit 15 Monaten einfach nicht altersgerecht haben leben dürfen. Die jungen Menschen, die auf uns Ältere haben Rücksicht nehmen müssen und daher sich selbst in Bezug auf ihre Mobilität und Kommunikationsbedürfnisse sowie auf die Entfaltung ihrer eigenen Interessen, ihrer Kreativität, ihrer Jugendfreude einschränken mussten. Dank der vielversprechenden Impfungen gegen Covid-19 scheint nun die Situation sich allmählich zu verbessern. Oder, wie man so sagt, das Licht am Ende eines langen Tunnels wird langsam sichtbar. Doch diese historische Zäsur prägt bereits das Leben von uns allen und erst recht das Leben der jungen Generationen. Die globale Wirtschaftskrise, die unweigerlich solch einer langen und harten Pandemie folgen wird, bedroht allerdings auch ihre berufliche Zukunft. Die Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen, speziell in unserem Land, ist mit fast 60% die höchste in der Europäischen Union. Was diese Ängste, diese Erkenntnisse, diese Erlebnisse, diese Gewissheiten für psychologische Konsequenzen mit sich bringen, ist das Thema unserer heutigen Konferenz. Und ich freue mich auf die Beiträge unserer renommierten Rednerinnen und Redner dazu. Bevor ich Ihnen jedoch das Forum überlasse, möchte ich auch meine Zuversicht zum Ausdruck bringen.
dass nämlich diese jungen Frauen und Männer neue Wege erschlagen werden, dass sie mehr als wir alle von dieser Pandemie gelernt haben, und zwar, dass diese Pandemie eine neue Form des Zusammenlebens auf unserem Planeten unverzichtbar macht und auch, dass sie gelernt haben, wie diese neue Form eventuell gestaltet werden kann. Insbesondere bin ich zuversichtlich, dass unsere heutigen Dolmetscherinnen besser als viele andere Gleichaltrigen für ihre Zukunft ausgestattet sind, nachdem sie lange, 3 Semester lang, mit Entschlossenheit, Selbstdisziplin, Motivation und gegenseitiger Solidarität bald ihr Studium erfolgreich abschließen können. Liebe jungen Kolleginnen, ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre persönliche und berufliche Zukunft. Und uns, meine Damen und Herren, wünsche ich eine erfolgreiche Tagung mit neuen Erkenntnissen und kreativem Austausch. Vielen Dank. Merci beaucoup, Madame Wiedenmayer, pour votre salutation et votre cher commentaires et remarques, surtout pour nos étudiantes qui vont commencer leur début professionnel. On leur souhaite les meilleurs. Elles sont bien équipées pour cela. Et pour nous, ce sera le plaisir de les écouter pour une dernière fois dans le cadre de notre master. Et on espère qu'on va les réécouter lors d'une conférence dans l'avenir proche. Alors, commençons alors cette conférence et on va maintenant écouter notre première intervenante, Madame Claudia Ignatiades-Schein, qui est professeure de psychologie clinique et elle va nous parler des effets psychologiques de cette pandémie pour ce qui concerne les jeunes adultes et les adolescents et les jeunes enfants. Alors, Madame Schein, vous avez la parole. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, die ich hier habe, in diesem Rahmen heute meinen Beitrag zu einem sehr aktuellen Thema zu leisten. Es geht um die Corona-Pandemie und genauer gesagt, welche psychische Belastung sich daraus ergibt. Und da ich mich im Speziellen mit Kinder- und Jugendpsychologie beschäftige, möchte ich auf dieses Thema genauer eingehen. Es stellt sich also die Frage, wie die Corona-Pandemie Kinder und Jugendliche psychisch belastet. Nun lassen Sie mich einmal so beginnen. Eltern, Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Krise sehr viele Sorgen. Was wir aber in unseren Forschungen gesehen haben, ist, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie wie die Erwachsenen auch mit psychischer Belastung reagieren. An der Universität in Bochum wurde zu Beginn des Jahres 2021 ein Forschungsprojekt gestartet, das die Situation der Kleinkinder bis zum Alter von 2 Jahren untersucht. Und die Ergebnisse waren recht erstaunlich. Eltern beschreiben, dass Kinder teilweise unruhiger sind und sich nicht so leicht beruhigen lassen. Sie sind emotional labiler und sie weinen leichter. Auch im Schlaf haben die Kinder größere Probleme. Sie wachen öfter auf. Das, meine Damen und Herren, sind für uns alles Hinweise darauf, dass Kinder mehr belastet sind. Schon die Kinder. Aber wir sollten darauf achten, dass das nicht alleine für alle Kinder gilt. Wir gehen etwa davon aus, dass 1/3 der Kinder auf den Stress durch die Corona-Situation negative Verhaltensäußerungen entwickelt. Andere Kinder sind wiederum psychisch erstaunlich gesund und managen die Belastungen relativ gut. Gesamt betrachtet also können wir sagen, dass unsere Daten bei den Kleinkindern alleine schon einen wichtigen Aspekt zeigen. Die psychische Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen
muss immer im Kontext mit der psychischen Befindlichkeit der Eltern gesehen werden, der Eltern und der Familie. Und das heißt, wenn es den Eltern gut geht, dann geht es den Kindern gut und umgekehrt. Jetzt werden Sie sich sicher die Frage stellen, wie wir diese Belastung messen können. Das geschieht in erster Linie durch die Befragung der Eltern. Die Kinder sprechen nämlich mit den Eltern von ihren Ängsten. Sie haben Angst, Corona zu bekommen. Und in Verbindung mit diesen Ängsten sprechen die Kinder auch von körperlichen Beschwerden, zum Beispiel Bauchschmerzen. Sie treten dann öfter auf, wenn sie belastet sind. Besonders bei kleinen Kindern ist das der Fall. Sie haben Angst vor der Trennung von der Mutter und von dem Vater. Und das ist auch logisch. Denn in der heutigen Situation ist es so, dass sie Anpassungsprobleme haben. Mal werden sie in den Kindergarten oder in die Tagesstätten geschickt, dann kommen sie wieder nach Hause. Kaum haben sie sich daran gewöhnt, werden sie wieder in die Kinder- und Tagesstätten geschickt. Und das ist eine wirklich belastende Situation. Aber es gibt nicht nur negative Seiten, meine Damen und Herren. Wir konnten allgemein feststellen, dass bei Schülerinnen und Schülern neben der Verunsicherung auch eine große Solidarität herrscht. Sie finden erstaunlicherweise Möglichkeiten, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Sie treffen sich zu gemeinsamen Spaziergängen, sie tauschen sich aus, sie sprechen und unterstützen einander. Das ist eine positive Seite der Krise. Nicht nur wir Erwachsenen, sondern auch die Kinder und Jugendlichen reagieren erstaunlich flexibel auf diese Situation. Aber sprechen wir noch einmal von den Herausforderungen, mit denen sich Kinder und Jugendliche durch die Corona-Situation auseinandersetzen müssen. Die Phasen der Kindheit und Jugend sind voll gespickt mit Entwicklungsaufgaben. Es handelt sich um Herausforderungen, die ein Kind und ein Jugendlicher lernen muss. Das Jugendalter hat folgende wichtige Entwicklungsaufgaben. Es geht um die Ablösung vom Elternhaus und die Entwicklung von neuen, stabilen Beziehungen zu Freunden. Und diese Aufgabe ist jetzt natürlich durch Corona sehr stark eingeschränkt. Aktuell ist es nicht möglich, sich in großen Gruppen zu treffen, neue Freundschaften zu knüpfen oder Gleichaltrige kennenzulernen. Das ist enorm schwer. Stattdessen müssen und sollen Jugendliche genau das Gegenteil tun. Sie sollen in kleinen Gruppen bleiben und den Kontakt möglichst auf ein Minimum reduzieren. Das ist für Jugendliche eine große Herausforderung. Und da bleibt es abzuwarten, was das für die Jugendlichen in Zukunft bedeuten wird. Auf der anderen Seite bin ich zuversichtlich, dass wir lernen, mit dieser neuen Normalität umzugehen. Die Jugendlichen finden Wege, wie sie ihren Bedürfnissen nachgehen können. Und natürlich ist das nicht für alle Jugendliche gleich. Die Reaktion der Jugendlichen hängt sehr viel davon ab, welches Temperament sie haben und welche Fertigkeiten und Kompetenzen sie schon hatten, bevor die Pandemie begann. Generell kann man also sagen, dass jene die Krise besser bewältigen, wenn sie offen für Neues sind und sozial eingebunden sind. Leichter ist es natürlich auch für Jugendliche, wenn sie in einer Familie aufwachsen, in der ein positives familiäres Klima herrscht. Verschiedene Situationen zeigen, dass jene Jugendliche und auch Kinder ein höheres Risiko haben, psychische Störungen zu entwickeln, wenn sie sozial benachteiligt sind oder die Eltern psychisch belastet sind.
Wir werden oft angesprochen auf die kurz- oder langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kinder und Jugendliche. Das ist ein großes und interessantes Thema. Was kann ich Ihnen dazu sagen? Wir sehen, wie gesagt, dass etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen mit emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten reagiert. Und es geht, wie gesagt, um die Zunahme von Ängsten. Wenn diese Ängste länger anhalten, kann das zu Depressionen führen. Es gibt aber auch andere Beobachtungen. Und dazu gehört Hyperaktivität und aggressives Verhalten. Aber welche langfristigen Folgen die Corona-Krise haben wird, das bleibt abzuwarten. Ob es ein sogenanntes Long-Covid-Syndrom mit psychischen Störungen geben wird, das wissen wir noch nicht. Aber wenn wir von diesem Long-Covid-Syndrom sprechen, dann kann ich Ihnen sagen, ich persönlich glaube, dass es sehr davon abhängig sein wird, wie wir alle diese Corona-Krise verarbeiten werden. Und ob wir es als Gesellschaft schaffen werden, zu sagen, wir haben es geschafft. Eine solche Krise ist immer eine Chance und ein Risiko zugleich. Wir werden hoffentlich sagen können, dass wir eine große Gefahr überwunden haben. Eigentlich die größte Gefahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir es schaffen, dies als Erkenntnis mitzunehmen, dann kann das enorm positive Auswirkungen haben für die Psyche und für unsere psychische Belastbarkeit. Das wäre meine Meinung dazu. Und dann, somit kann ich den Eltern, den Kindern und den Jugendlichen auch nur folgende Tipps geben. Das Wichtigste ist, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, sich an die Verhaltensregeln zu halten und klar zu machen, dass wir diese Verhaltensregeln einhalten müssen, um gemeinsam die Pandemie zu bewältigen. Außerdem rate ich dazu, so viele normale Alltagsstrukturen wie möglich aufrechtzuerhalten. Und damit meine ich, morgens sich anziehen, frühstücken, feste Zeiten für die Mittagspausen einführen und soziale Kontakte, beispielsweise über Spaziergänge. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber diese Routinen helfen. Vielleicht hilft es auch mal, die Corona-Nachrichten nicht zu hören und sich mehr mit Themen des allgemeinen Alltags auseinanderzusetzen. Wichtig ist, Hoffnung zu zeigen. Mit den Impfungen, die es jetzt gibt, ist die Situation ja schon ein bisschen absehbarer, klarer. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo wir dachten, das kann Jahre dauern, bis wir alle eine Impfung bekommen. An diese positiven Aussichten müssen wir uns halten und immer daran erinnern. Für Eltern haben wir auch eine Website erstellt, auf der wir in kurzen Videos von einer Dauer von 50 Sekunden Tipps geben, wie man mit dem Corona-Alltag besser klarkommt. Das sind Erziehungstipps wie beispielsweise, dass die Eltern auch an sich selbst denken sollten. Gemeinsame Zeiten innerhalb der Familie sind wichtig. Zusammen kochen, etwas unternehmen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass es manche aggressive Phasen gibt, die wir durchmachen. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, meine Damen und Herren, möchte ich noch einen Verweis geben. Wenn Eltern merken, dass die Belastung zu groß wird und dass sich Kinder und Jugendliche verändern, dann sollten sie sich an lokale Beratungsstellen wenden. Es gibt auch in ihrer Nähe Familienberatungsstellen und Erziehungsberatungsstellen. Außerdem gibt es im Netz Tipps,
wie beispielsweise auf unserer Website. Da erfahren Sie Dinge wie etwa, ab wann soll ich mir Sorgen machen, wenn mein Sohn oder meine Tochter die ganze Zeit im Bett liegt. Außerdem kann man sich an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für eine Sprechstunde wenden, wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Kind psychische Probleme entwickelt. Der erste Schritt ist, ein Gespräch zu suchen, um Unterstützung zu erhalten. Für Kinder und Jugendliche gibt es auch die sogenannte Nummer gegen Kummer, die man anrufen kann. Die meisten Anrufe an diesem Telefon stammen in ganz Deutschland von 9- bis 20-jährigen Mädchen und Jungen. Obwohl sich das Angebot der Nummer gegen Kummer an Jugendliche bis 18 Jahren richtet, ist es sogar so, dass junge Erwachsene über 18 dieses Beratungsangebot nutzen. Es gibt auch andere Beratungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Online-Beratung der Caritas. Die wird sehr oft angerufen. Und hier gibt es Hilfe in insgesamt 17 Beratungsbereichen. Meine Damen und Herren, Sie stehen nicht allein. Es gibt viel, was wir tun können, damit wir diese Pandemie durchstehen und damit es zu keinen langfristigen psychischen Störungen weder bei Kindern, noch bei Jugendlichen, noch bei uns, den Erwachsenen, kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Madame Schein, merci beaucoup pour votre contribution, pour votre témoignage. Je veux retenir une seule chose de votre discours. On n'est pas tout seul. Il y a de l'aide, on peut trouver de l'aide. Merci beaucoup pour vos conseils. Et je vous remercie encore une fois pour votre contribution. Et maintenant, on va passer à notre intervenante suivante, Madame Marimar de Alava, qui est une représentante d'une équipe de professionnels spécialisés sur le domaine de la santé mentale. Elle va nous parler aussi des répercussions psychologiques de la pandémie sur les adolescents et les jeunes adultes. Alors, malheureusement, Madame de Alava ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a envoyé son discours enregistré. Donnez-moi plutôt 5 minutes, 2-3 minutes pour pouvoir vous communiquer sa présentation. Je vais partager mon écran. Alors. Voilà. Share sound. Alors, maintenant, je vais commencer la présentation de Madame Alava. Estimados colegas, señoras y señores, en primer lugar les agradezco su invitación para participar en este congreso que trata de un tema muy relevante para padres, docentes, alumnos, jóvenes y adolescentes. Mi nombre es Marimar de Alava y pertenezco a un equipo formado por profesionales expertos en el ámbito de la salud. Somos psicólogos clínicos, terapeutas del lenguaje, logopedas, psicopedagogos, etc. Hoy queremos hablar de un tema preocupante
que estamos viviendo cada vez con más frecuencia en nuestro trabajo diario como psicólogos. Hablamos de los efectos derivados del COVID-19 en los adolescentes y en los jóvenes. El distanciamiento social y las restricciones en actividades están siendo muy difíciles para todos, pero sin duda nuestros jóvenes son el grupo de población que está viendo más alterado su modo de vida, convirtiéndose en el colectivo más afectado a efectos emocionales por la pandemia. Así pues, en esta mañana intentaremos presentar los efectos de esta situación en la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes. Para comenzar, me gustaría analizar las consecuencias psicológicas en adolescentes y jóvenes por las medidas contra el COVID-19. Como es bien sabido, las restricciones de movilidad, las limitaciones del número de personas en reuniones, el cierre de locales, establecimientos deportivos y de ocio y, en definitiva, todas las medidas adoptadas para combatir el virus han provocado una sensación de desconexión en nuestros jóvenes respecto a su círculo de amigos. Pero es que además muchos de ellos han tenido que hacer frente a grandes desilusiones, como por ejemplo ver canceladas sus fiestas de graduación de la universidad, ver cancelados campeonatos deportivos para los cuales llevaban años incluso preparándose, etcétera, etcétera. Es un hecho que en esta etapa evolutiva la interacción habitual con el grupo de iguales tiene un papel esencial en el desarrollo de su identidad. Además, el grupo de amigos fortalece su sentimiento de pertenencia, siendo uno de los principales soportes de la sana autoestima a esta edad. De modo que las restricciones con otros y la falta de relaciones con otros adolescentes son fundamentales las relaciones con otros adolescentes son fundamentales para el desarrollo de su identidad y de su autoestima. Ya de por sí, la gran cantidad de cambios que se dan en esta etapa evolutiva aumenta el riesgo de presentar alteraciones emocionales. Si a esto le añadimos el aislamiento social, el miedo a contagiarse o el miedo a poder contagiar a otros seres queridos, tenemos un campo de cultivo fértil para el desarrollo de problemas emocionales. Sobra decir que la circunstancia de pasar mucho tiempo en casa solamente empeora la situación, contribuyendo a la rumiación de pensamientos negativos y al haber todo tipo de restricciones y, por ejemplo, no poder hacer ni siquiera deporte, pues resulta muy complicado salir de este bucle negativo. Tampoco podemos obviar que el cambio de la educación a una educación no presencial ha tenido una influencia negativa también en la salud mental de los jóvenes. Los casos de ansiedad escolar, fobia social, han aumentado y constituyen un perfil recurrente en nuestras consultas. Por no hablar de aquellos en los que la motivación escolar ha decaído, surgiendo problemas añadidos como el abuso de las tecnologías, dificultades a la hora de conciliar el sueño y conflictos familiares variados. Pasemos ahora a señalar los signos de malestar psicológico derivados del COVID en los adolescentes y en los jóvenes. Entre los síntomas se suelen presentar desmotivación, aburrimiento, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, cambios de humor, depresión, irritabilidad, conflictos frecuentes con amigos y familiares, crisis de angustia y ansiedad, incertidumbre, desesperanza, baja confianza, alejamiento de las relaciones personales, incluso poco interés por contactar con sus amigos por chat o por videoconferencias, cambios en los patrones alimenticios y en los de sueño, problemas de memoria, de concentración, muchas veces despreocupación por la apariencia y por la higiene básica. Aumentan comportamientos de riesgo como el consumo de drogas, alcohol o adicciones a videojuegos.
incluso pensamientos de muerte o suicidio, además de estrés postraumático en caso de pérdida de alguna persona significativa. Por consiguiente, es importante no perder de vista que los jóvenes suelen tratar de esconder sus problemas por miedo, vergüenza o por querer evitar que los adultos se preocupen. Estar atentos a este tipo de síntomas y ofrecer momentos de diálogo profundo sobre estos temas y mostrarse disponibles para ofrecerles ayuda es esencial en estos momentos. Una vez vistos los síntomas, me gustaría presentar algunos consejos para lograr una buena salud mental o mejorar la salud mental para todos los jóvenes y adolescentes que puedan estar escuchándonos. Para todos aquellos que estáis obligados a pasar por este cambio en nuestras vidas, enfrentándoos a la incertidumbre, a la soledad, a la desesperanza, me gustaría lanzaros algunos tips para que os ayuden a cuidaros y mantener vuestra salud mental. Son tips muy simples, muy básicos, pero no por ser simples no son efectivos. En primer lugar, acepta tu ansiedad como algo normal en estas circunstancias. No estás solo. Los titulares alarmantes y las restricciones en nuestras vidas cotidianas provocan angustia a la mayoría de la población. De hecho, lo natural es sentirse así, puesto que la ansiedad es la reacción emocional que nos alerta de los posibles peligros. Pero, sobre todo, lo que debes de evitar es evitar sobrecargarte de preocupaciones. Entonces, obtén información solamente de fuentes fiables y reduce el tiempo que te expones a este tipo de información. Busca formas de distraerte, en segundo lugar. Sé que es complicado, comprendemos que crea muchísima impotencia el saber que hay un montón de cosas que nos gustaría hacer y no podemos hacer, pero resulta más útil pensar en las innumerables cosas que sí que podemos hacer en lugar de centrarnos en las que no. Puedes buscar formas de entretenerte y esto ya depende de cada uno en cómo va a encontrar la forma de poder buscar un nuevo hobby, no sé, incluso aprender algo sobre un instrumento, fotografía, aunque solo sea a través de vídeos de momento. Hay formas de poder pasar el tiempo. En tercer lugar, encuentra nuevos medios para conectarte con tus amigos. Las redes sociales y las videollamadas son un excelente modo de hacerlo. No pierdas el contacto con ellos y aunque estés lejos, seguid charlando y ayudándoos los unos a los otros. Sin embargo, recuerda que pasarse todo el tiempo delante de la pantalla no es ideal. Incluso podría aumentar tu ansiedad. Por tanto, te recomiendo que establezcas un horario. Cuarto punto y muy importante es permítete tus emociones. Permítete sentir tus emociones. Las decepciones por no poder reunirte con tus amigos, por tener que cancelar los planes, por no poder practicar los hobbies o los deportes que te gustan, seguramente te van a afectar. Lo mejor en estas situaciones es aceptar este dolor. Permitirte sentir tristeza y dejar que fluya hasta el final, hasta que se suavice y se diluya. Pregúntate qué es lo que puedes hacer por ti para sentirte mejor. Quizá hablar con tus padres, con tus hermanos, con amigos, pero hablar con alguien de confianza, escribir, pintar, estar con tu mascota. Tienes que encontrar una forma de poder empezar a sentirte mejor. En quinto lugar, sea amable con los que te rodean y contigo mismo. Si te encuentras irritado, molesto y enfadado por la situación, encuentra la forma de liberar esa rabia y volver a un estado más calmado. Recuerda que todos estamos en la misma situación y que ahora, más que nunca, las cosas que decimos pueden herir los sentimientos de los demás. Pide ayuda si te cuesta gestionar el malestar. Presta atención a tus emociones y a tu estado de ánimo.
Si observas que tienes dificultades para salir del bucle negativo, que has perdido la motivación, que has dejado de cuidarte a ti mismo o simplemente no sabes cómo manejar la situación tú solo, habla con tus padres o con el adulto que esté a tu cargo. Cuéntales qué te pasa y planteaos la posibilidad de pedir ayuda a psicólogos profesionales. Así pues, estos son recomendaciones simples que pueden lidiar mejor con tu estado negativo, creado por tanto tiempo de restricciones, aislamiento e incertidumbre. Sin embargo, no todos los jóvenes han entrado en bucles negativos, sino que durante la pandemia han surgido muchas y muy exitosas iniciativas creadas por parte de jóvenes emprendedores. Así pues, una vez hechas estas reflexiones, me gustaría concluir con una nota de optimismo, haciendo referencia a uno de estos casos de éxito. Se trata de Pan Learning. Es una plataforma que ayuda a la generación COVID a estudiar para la selectividad en estos momentos tan complicados. Esta plataforma de estudio online es una startup creada por 3 jóvenes emprendedores de Barcelona que permite a los estudiantes prepararse para la selectividad con un formato de estudio adaptado a sus necesidades. El método PAM permite a los estudiantes aprender a su ritmo. Ahora son ellos los que deciden cómo y cuándo estudiar. Con un solo clic pueden acceder a ejercicios, a vídeos interactivos y apuntes explicados por profesores que tienen gran experiencia en la preparación de la selectividad. A través de estos vídeos cortos interactivos, la plataforma consigue reducir el número de horas que se invierte frente a la pantalla, así como estructurar, ordenar el temario a conveniencia de los propios estudiantes. Todo ello a precios muy económicos, gracias a un modelo de negocio sostenible y flexible. De esta manera, el estudiante, con total tranquilidad y comodidad, ya tiene a su disposición todo el temario y los exámenes explicados en vídeos cortos, así como apuntes y diversos ejercicios tipo test para poder practicar. Lo cierto es que es fantástico y la visión de estos 3 jóvenes y su objetivo principal es ayudar a la generación COVID en la selectividad. Un proceso de enorme dificultad, el cual ha sido agravado, si cabe todavía más, debido a la pandemia. Entonces, deseando muchísima suerte a todos los jóvenes que os tenéis que presentar este año la selectividad, me gustaría concluir dándoos ánimo y sabed que estamos ya terminando y que gracias a la vacunación todo esto va a quedar muy pronto atrás. Muchas gracias por vuestra atención. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marimar de Alava, pour sa contribution, aussi importante que la précédente. J'ai bien aimé aussi l'idée de la pandémie, de la génération Covid, mais aussi la pandémie est un moment d'innovation aussi. J'ai bien aimé cette plateforme Pan Learning. Voilà, quelque chose de nouveau qui est créé à cause de la pandémie, mais grâce à la pandémie aussi. Alors, à ce moment, on va faire une petite pause et on va reprendre notre conférence à 11 heures. Bonjour encore une fois. Maintenant, on va reprendre cette simulation de conférence et on va maintenant
écouter notre chère intervenante italienne, Chiara Del Rio. Elle va nous parler qui est psychanalyste et aussi auteure. Elle va nous parler des jeunes qui sont les grands oubliés de cette pandémie. Madame Chiara Del Rio, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ragazze, buongiorno, piacere di rivedervi. Se siete pronte io inizierei la mia presentazione. Bene. Gentili colleghi e colleghe, gentili studenti e studentesse, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo webinar che mi offre l'occasione di presentare a tutti voi i risultati emersi da un nostro recente studio intitolato I giovani, i grandi dimenticati della pandemia. Come noto, in questo ultimo anno di pandemia, giornali e mezzi di comunicazione si sono concentrati sulle due principali criticità che hanno investito tutta la comunità internazionale. La prima è l'emergenza sanitaria e la seconda è l'emergenza economica ad essa collegata. Le misure restrittive di contenimento e il conseguente rigoroso, duraturo isolamento sociale si sono tradotte in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito principalmente i più giovani. Infatti sono proprio loro, i giovani, costretti ad abbandonare la loro quotidianità in una fase tra l'altro molto delicata della loro vita. Sono loro che hanno risentito maggiormente delle conseguenze psicologiche della crisi pandemica. Non ci sono mai stati dati così allarmanti come in quest'ultimo periodo. E questo ovviamente non solo a livello locale. È quello che emerge con chiarezza dalla nostra indagine. Essa infatti lancia l'allarme sui giovani, mettendo in luce tendenze poco rassicuranti sulla loro salute mentale. Infatti, se l'aumento delle richieste di terapia online, un aumento, pensate, che si aggira intorno al 60% rispetto all'anno precedente, e dicevamo, se questo aumento può essere letto come ovvio, dato il contesto pandemico, dall'altro lato l'abbassamento dell'età media dei pazienti, che riguarda nel 34% dei casi giovani, mette in luce proprio questo, che il disagio coinvolge sempre di più i giovani. Insomma, il 2020 rappresenta una sorta di spartiacque nella vita di noi tutti e noi psicologi abbiamo potuto osservarne l'aggravarsi di una situazione di fragilità emotiva e sociale che i più giovani stanno vivendo. Ma quali possono essere le cause di questo disagio? È da sempre sottoposti a una situazione di precarietà, esposti a continue incertezze dal punto di vista lavorativo e con enormi ostacoli nella possibilità di programmare, di pianificare il proprio futuro, i millennials sono tra le generazioni più colpite dalle conseguenze a livello psicologico di questa pandemia. Anche i centennials seguono le orme della generazione che li precede, poiché vedono compromessa in modo importante la propria formazione e il loro ingresso nel mondo del lavoro. Ma non è solo la mancanza di prospettive a determinare l'amplificarsi di disagi diffusi. Secondo il 92% degli esperti, una forte aggravante è data dalla mancanza di relazioni reali con i propri coetanei, che ha contribuito a generare o a accentuare alcune patologie. Al primo posto, tra i disturbi che colpiscono i giovani, troviamo ansia e depressione, il 47%,
seguiti da disturbi alimentari, il 25%, autolesionismo, 10%, ludopatia, 8%, e dipendenza da droga e alcol, 8%. Ma quali possono essere gli agenti scatenanti? Ebbene, per rispondere a questa domanda abbiamo visto che i principali corresponsabili di questo stato di cose sono, da un lato, la convivenza forzata, che ha messo a dura prova anche le relazioni più solide, portando con sé discussioni familiari e difficili situazioni e faticose situazioni familiari. Dall'altro, corresponsabile è questo sconsiderato uso di network e nuove tecnologie che hanno agito praticamente da amplificatori di un disagio psicologico certamente non del tutto nuovo. E le conseguenze? Ebbene, 2 sono le conseguenze principali. Una che colpisce principalmente l'ambito educativo scolastico, l'altra che riguarda invece il cyberbullismo. Allora, guardando la prima, quindi parlando di scuola, si sta evidenziando come le preoccupazioni iniziali, le previsioni sugli abbandoni scolastici stanno purtroppo avendo conferme nella realtà. In Italia già prima della pandemia avevamo un tasso di dispersione scolastica che era superiore al 13%. Da quando è stata introdotta la DAD, nel rischio dispersione non rientrano però solo i bambini svantaggiati, ma rientrano tutti, dato che il risultato è che circa un minore su 4 è considerato a rischio dispersione. Stiamo parlando cioè del 25% come dato su base nazionale, che diventa addirittura 1 su 3 nel sud Italia, dove la situazione è molto più grave. Una seconda considerazione sulle scuole riguarda poi il fatto che esse non sono solo dei contenitori di esseri umani molto giovani, in cui si distribuiscono compiti, interrogazioni, spiegazioni. Sono dei contenitori di un compito evolutivo, oltre che nozionistico. La didattica a distanza significa svegliarsi a casa, fare lezione a casa, non dover tornare a casa perché a casa già ci sei. Ma la scuola è uscire, è vestirsi, è tornare a casa affamati e farlo insieme con un amico facendo progetti per la sera. Quindi la irripetibilità dei giorni e degli anni di scuola sta nel fatto che fare progetti per dopo sta nel fatto che a scuola accadono tante cose che non riguardano la scuola. Amori, chiacchiere, emozioni, delusioni, esultanze. Cioè la scuola permette una crescita emotiva e psichica della personalità che non può in alcun modo essere costruita sul tavolo della camera da letto attraverso Zoom, ma solo andando e tornando a scuola, andando e tornando. Infine, la didattica a distanza è in sé stessa una contraddizione in termini di principio, perché non c'è didattica se non in una relazione viva, fatta di corpi, fatta di presenza. La scuola non è solo il luogo dove si trasmette un sapere, ma è una comunità. Bisogna dire però che la didattica a distanza è stata la sola forma possibile di resistenza alla violenza del virus, anche se nel suo uso si insidiano tante criticità con cui bisognerà fare i conti poi. Passando all'altra grande conseguenza, che è quella del cyberbullismo, e stando ai dati che sono stati pubblicati dalla Polizia Postale e dalla Polizia di Stato, assistiamo ad una situazione analoga
a quanto abbiamo descritto precedentemente, cioè sia un aumento dei casi, sia un abbassamento dell'età media. Quali le problematiche maggiori? Pedopornografia, adescamento, cyberbullismo, sextortion, furto dell'identità digitale, truffe online. Tutti questi reati sul web sono reati in cui ad essere vittime sono i minori. Pensate, sono aumentati del 77% nell'ultimo anno. Siamo passati a 4.208 casi che sono stati intercettati e affrontati dalla Polizia Postale nel 2020 a fronte di 2.379 del 2019. Un aumento impressionante, secondo il Centro Nazionale per il Contrasto della Pornografia Online. La produzione, la diffusione, la detenzione e la commercializzazione di immagini di violenza sessuale sui minori, condivise via chat o su piattaforme, ha visto un incremento del 132%. A preoccupare c'è anche l'incremento di adescamenti di minori online, soprattutto i più piccoli, pensate fino ai 9 anni. Bambini catturati in rete da ragazzi, da adolescenti, da adulti, da anziani. Anche un fenomeno come quello della sextortion, l'estorsione sessuale in seguito ad uno scambio di immagini sessualmente esplicite, che fino a poco tempo fa era un reato che riguardava principalmente adulti o tutt'al più liceali, ha fatto emergere un deciso abbassamento dell'età delle vittime. L'adescamento avviene in parte da persone di tutte le età, vengono adescati su chat di gioco, su app, instaurano rapporti tecnomediati in cui non è facile capire bene chi c'è dietro. In tanti casi si pensa di interloquire con un coetaneo e invece non è così. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati anche casi di cronaca legati a presunte challenge online. Ma sono così diffuse queste sfide? Ebbene sì, ebbene sì. Per i ragazzini le sfide danno il senso della trasgressione, danno il senso della potenza e i ragazzi ne sono affascinati. E certo esistono nella realtà fisica come in quella virtuale, ma in questo caso ci si trova di fronte a qualcuno che ciclicamente propone sfide per far cadere i ragazzi. Quasi sempre, nei casi in cui si è parlato di Blue Whale, Jonathan Galindo e Blackout Challenge, ci troviamo davanti situazioni di profondo disagio che da qualche parte deve sfociare e trova questo canale. Bambini e adolescenti che subiscono la suggestione di un'immagine e la ripropongono in maniera tragica. Certo, la pandemia non ha aiutato. In conclusione, la pandemia ha avuto un impatto potentissimo non solo sotto il profilo sanitario, ma soprattutto sotto il profilo psicopatologico, con effetti particolarmente negativi sui giovani. Ha agito come un acceleratore della digitalizzazione. Ha innescato fenomeni da cui non si tornerà più indietro. Da una parte la tecnologia è stata di grandissimo supporto nel mantenere i contatti affettivi, per esempio, nel permettere la realizzazione di rapporti lavorativi, nel mantenere un rapporto di studio. Dall'altra però l'allargamento della superficie digitale ha presentato enormi rischi con l'innalzamento della percentuale di crimini informatici ed effetti patologici principalmente sui più giovani. Conseguenze che dovremo affrontare e risolvere nell'immediato futuro.
Grazie per l'attenzione. Merci beaucoup, Madame Del Rio, pour votre intervention. Vous avez relevé un point très, très important. Je n'avais pas pensé à cela, c'est-à-dire la pandémie comme accélérateur de la cybercriminalité. Vous avez fait référence sur l'augmentation des cas de harcèlement sur Internet, de pornographie juvénile. Ça, c'est un point très, très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci Grazie a beaucoup. lei dell'occasione di poter parlare di questo tema che non è stato finora messo in evidenza dalla cronaca, perché altre priorità hanno distorto lo sguardo dalla realtà giovanile e hanno convogliato l'attenzione internazionale dei media, della televisione, proprio sugli effetti macroscopici della pandemia. Quindi ringrazio per questa occasione. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup alors d'avoir relevé ce point très, très important. Et maintenant, on va passer à notre intervenant suivant, qui est Monsieur Christopher Liss. C'est un psychologue, mais cette fois, on ne va pas avoir un psychologue clinique, mais on va avoir un psychologue social nous parler du cas de la Grande-Bretagne et comment alors la pandémie COVID-19 a affecté les jeunes. Monsieur Liss, vous avez la parole. Thank you very much indeed, Ms. Siamedu. Crucial question. Can you hear me before I begin? Yeah? Yes, okay, we can hear perfect. you. Perfect. Okay, wonderful. Dear colleagues, students, ladies and gentlemen, it really is a great pleasure to be with you all today. And I would like to extend my thanks to the organising committee of this conference for inviting me to talk on what is essentially one of the most important social issues we face at the moment: the psychological effects of the pandemic on young people. However, despite its significance, not a great deal of attention has been given to this matter. Now, this is particularly apparent if one follows the media. In the UK's case, at least, the media has done a great deal to expose inept governance in managing the pandemic, and it has extensively documented the economic fallout from businesses being forced to close for months on end. But what it has not been quite as forthcoming with, ladies and gentlemen, is how young people have psychologically suffered as a result of the worry and uncertainty that they have had to deal with over the last year. I should add, just in case anyone is poised, ready to attack me, that the economy is, of course, important. We cannot maintain prosperity without a functioning economy. But I am a social psychologist after all, and I am here to reassure you that young people's well-being is also critical. And in my talk this morning, I would like to do what the media and the UK government have not done very well up to yet, and that is to shed some important light on the issue by examining the case of UK teenagers as a case study. I shall focus on two main areas of concern in particular, ladies and gentlemen. First, the stress caused by changes to GCSE exams, and second, how isolation from teenagers' key social networks can have a detrimental effect on their mental health. So let us begin with GCSE exams. I'm sure that many of you here are aware that the United Kingdom
was one of the countries worst hit by the COVID-19 pandemic. According to official statistics, 151,904 COVID-related deaths have been recorded so far. Ladies and gentlemen, this means that the United Kingdom has the 7th worst record for COVID deaths in the world. Let me allow that to sink in for a moment. And don't forget, ladies and gentlemen, that when the pandemic struck Italy in February 2020, the UK did in fact have plenty of time to react. Instead, it decided to sit and watch. And the results are obvious in the figures I have just given you. Now, one of the first measures implemented when the government finally did get its act together was to close schools at the end of March. And this closure, for the main part, lasted right up until the beginning of the following school year. In other words, September 2020. Ladies and gentlemen, this sudden end to class-based lessons led to exams that were due to take place in 2020 being cancelled completely. And it led to a new system for assessing pupils. This system meant that a pupil's grades would be based on what teachers thought he or she would get in an exam. And this was combined with an algorithm that had been designed to prevent teachers increasing a student's grades on purpose. What was the result, ladies and gentlemen? Well, the algorithm failed and the results of the exams were not reliable. This meant that in the end, GCSE grades were calculated solely based on a teacher's predictions, a sort of educated guess, if you like. Now, ladies and gentlemen, I ask you to remember that GCSE exams essentially mark the end of a young person's compulsory education. According to 2016 statistics, 5.24 million people, yes, 5.24 million people took a GCSE exam in just that year alone. And it has been beaten into pupils for 5 years, ladies and gentlemen, that these are the most important exams that they will ever take in their lives. Fail them and they won't get a good job. Fail them and they won't be able to go to university, etc., etc. Now, this is stressful enough under normal circumstances, but during the pandemic, there were 2 new stressful factors. Number 1, uncertainty. Not knowing when exams would be taken and what form they would eventually take led to a huge amount of stress for pupils. In one study, 70% of GCSE candidates said they felt that not enough had been done to take this stress into consideration when deciding grades. The second factor was isolation from their peers. Over 60% of pupils indicated that they felt depressed, not being able to revise and talk with their friends. Now, this makes sense, ladies and gentlemen. It makes sense as a young person's social network is an extremely important aspect of their life, not to mention an important source of support during exam time. Now, ladies and gentlemen, this brings me to the second area that I want to focus on, that
that I mentioned in my introduction: isolation from a teenager's social network. Ladies and gentlemen, it is well known in social psychology and generally in our societies that a person's teenage years are their so-called formative years. In other words, a person's experiences between the ages of 13 and 19 are directly responsible for how their character is shaped. For example, bullying can leave scars on a person that are carried on well into adulthood. And this can lead in turn to lack of self-esteem and an ability to assert oneself in later life. Now, as a teenager develops both physically and mentally, their social needs and their habits begin to differ from those of their parents. What does this mean? Well, it means that teenagers feel a greater need for independence and to spend time with people their own age with their own interests. This explains, by the way, why teenagers are always fighting with their parents. So parents shouldn't feel bad about this. It is a natural process. Now, a school provides the perfect environment for teenagers to find themselves. And this is the case, ladies and gentlemen, for two main reasons. Reason number one, all teenagers are in the same boat together. What do I mean by this? Well, I mean that they share the same experiences at the same time, and they can, as a result, relate to each other. Now, for the parents in the audience, again, this does not mean that you are useless to a teenager, just that you can offer a different kind of support, a kind of support that is based on the experience of someone who has been there and done it all before. But it is likely the case that you can't talk to them about the latest Instagram influencer. That is left to their friends and peers. The second reason is that teenagers are at the same stage of their learning. This means that they can provide each other with invaluable practical and moral support in understanding the material that they have to learn together in class for their exams, and helping each other, of course, with aspects that they have not understood very well. In short then, ladies and gentlemen, removing teenagers from their natural environment also removes this vital support network, and it prevents teenagers from interacting with people their own age in a way that is both healthy and essential for their character development. So, what are we to take away from all of this, ladies and gentlemen? What is the message? There can be no doubt whatsoever that the effects of the pandemic on teenagers' mental health are and will continue to be far-reaching and long-lasting. And unfortunately, it is far too early to tell what the extent of these effects will be in the future. However, what I can suggest, and with this I would like to end my talk, that going forward, it is essential that we give our young people two timeless necessities. And they are very simple, ladies and gentlemen: love and support. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Lys, pour votre contribution. J'ai bien aimé cette idée de réseau de support, c'est-à-dire les adolescents, quand ils perdent leurs amis, les jeunes de leur âge, ils perdent aussi leur réseau de support. Et ça, c'était une idée très, très intéressante. Je vous remercie beaucoup.
pour votre contribution. Et maintenant, on va passer à notre intervenante suivante, qui est la dernière intervenante de cette conférence, Madame Émilie Lair. Émilie Lair est une psychologue, experte associée chez BI. BI est une association qui traite du thème de bien-être en entreprise. Le thème de sa présentation est le suivant: les changements du paysage psychologique, ce que les entreprises doivent savoir pour retrouver une nouvelle normalité. Alors, Madame Lair, vous avez la parole. Je veux bien écouter comment va être cette nouvelle normalité. Alors, je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup, Madame Siamidou, pour ces mots introductifs. Et je suis en effet très, très contente finalement de passer en dernière position, parce que vous allez voir, mes propos vont résonner avec pas mal de choses qui ont été dites par mes collègues jusqu'à présent. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir dans le cadre de cette conférence. Je suis vraiment très heureuse de prendre ce temps de réflexion pour se préparer à la suite, à cette phase d'après-Covid. Merci à tous les autres intervenants qui ont déjà contribué de façon fort intéressante à cette mise en perspective. Alors, je disais que mon discours allait résonner avec ce qui a été dit précédemment parce que j'ai souhaité pour ce discours ne pas me limiter à décrire des conséquences, mais aussi à proposer des réflexions, des idées qui pourront être facilement actionnables par tout un chacun. Et je ne vais pas seulement, je pense que ça peut servir aussi à tout un chacun, c'est-à-dire à des leaders en entreprise, à des leaders dans le monde de l'éducation, à des enseignants. Donc c'est un propos que je veux généraliste. Alors je vais commencer par une métaphore de la montagne et des alpinistes. Les alpinistes, vous savez, qui montent et qui descendent la montagne. Alors, vous savez, c'est un fait, les alpinistes qui ont beaucoup d'expérience, ils disent qu'il y a plus d'accidents qui se produisent quand on descend la montagne. Alors, nous, cette montagne, c'est la montagne Covid. Je trouve que cette métaphore, elle exprime totalement notre situation actuelle. La sortie du confinement, la descente de la montagne Covid, notre retour au travail, notre retour vers une certaine normalité. Alors, je n'ai pas inventé cette métaphore, hein. C'est une métaphore qui a été utilisée avant moi par le Premier ministre anglais, par Boris Johnson, pour parler de la sortie du confinement et pour parler de notre retour au travail. Alors, à l'heure actuelle, les entreprises, les écoles, les équipes dirigeantes du monde entier sont en train de planifier, de réfléchir leur retour, leur programme de retour. Et il est vraiment vital pour tous les leaders de prendre en compte ce qu'on appelle les changements du paysage psychologique. Le paysage psychologique, il a changé et le paysage psychologique, c'est une conséquence de la pandémie mondiale. Donc, c'est le cœur de mon discours et on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, nous, en tant que dirigeants, pour essayer de retrouver une nouvelle normalité dans de bonnes conditions? Et tous les leaders, à quel changement psychologique de leurs employés, de leurs élèves, de leurs collaborateurs, à quel changement psychologique ils vont devoir s'attendre? Alors, pour aider n'importe quelle organisation à atteindre cette nouvelle normalité, il va falloir qu'on prenne en compte différents facteurs. Il va falloir essayer de maintenir une certaine résilience dans les entreprises, dans les écoles. Il va falloir essayer de maintenir un engagement élevé de tous et évidemment un bien-être général. Donc, vous allez voir, je vais vous partager quelques recherches psychologiques qui présentent en fait certains comportements, enfin certains modèles de comportement qui sont en train d'émerger de plus en plus. Donc, vous allez voir ces modèles, vous allez pouvoir les prendre avec vous et ils vont vous permettre
d'avoir la bonne réaction. Et donc, mon objectif, c'est de vous proposer pour chacun des modèles de comportement des idées concrètes à mettre en application. Donc, en d'autres termes, comment est-ce que toutes les entreprises, toutes les organisations peuvent être des organisations résilientes? Alors, premier point qui est plus lié à la psychologie positive. Alors, vous le savez, ou vous l'avez vécu, la crise de la Covid-19, elle nous a reconnectés avec un stéréotype familier. C'est le stéréotype de l'esprit de combat. L'esprit de combat. C'est souvent ça la réponse humaine face à une crise. C'est-à-dire que, eh bien, nous tous les êtres humains, on s'est rassemblés pour une cause commune, on s'est soutenus mutuellement, on a noué des liens avec nos voisins, souvent dans les familles mêmes. Quelquefois, on s'est sacrifié pour garder un certain calme et pour continuer. Et les recherches montrent vraiment que, contrairement à tout ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens où il y a des grosses crises, des grosses catastrophes mondiales, eh bien, la réponse humaine à une crise, c'est souvent plutôt un rassemblement positif de ressources personnelles, de ressources collectives. Donc, on a surmonté activement la menace de façon collective. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, eh bien, c'est très, très important pour retrouver cette normalité, de tirer parti, de capitaliser sur cette solidarité qui a été créée pendant la crise de la Covid. Donc, de capitaliser sur cet esprit de combat. Et donc, votre message en tant que leader, eh bien, il doit être clair, il doit être cohérent. Vous allez devoir avoir un message qui dit, eh bien, nous sommes ensemble, tous ensemble, dans le même bateau, pour reprendre l'expression de Monsieur Lee précédemment. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, nous sommes importants en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation. On a un rôle à jouer par rapport à la Covid, à la crise. Troisième message, on ne sera pas battu. Et puis, quatrième message, les collaborateurs, les membres de l'entreprise sont prioritaires. Donc, votre défi en tant que leader, il va consister à recréer l'identité future de l'organisation et de recréer cet objectif commun de votre organisation. Donc, ça, c'est le premier élément. Il faut, en tant qu'organisation, capitaliser sur cet esprit de combat. Deuxièmement, parlons de l'importance du bien-être mental dans les organisations. Chaque personne a besoin de retrouver un bien-être mental. Alors, on sort petit à petit de la pandémie mondiale, on est sorti du confinement, et chacun d'entre nous, on va ou on est déjà en train d'évaluer nos pertes. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine, on recherche de la certitude, on recherche de la sécurité après cette période difficile. On a tous été affectés par la Covid-19, directement ou indirectement, et beaucoup de personnes sont confus et se sentent un peu hors de contrôle. Donc, il est impossible de prédire encore maintenant ce qui va se passer et ce que l'avenir nous réserve. Et en plus, à cela s'ajoute l'insécurité de l'emploi et la récession économique à venir. Bon. Alors, ceux qui ont des difficultés, tous les salariés ou les élèves aussi, qui ont des difficultés à faire face, qui ont des difficultés à s'adapter à la situation, eh bien, ils vont avoir un comportement qui s'appelle un comportement d'impuissance. L'impuissance, c'est quoi? C'est un état émotionnel qui résulte de la croyance que on n'a aucun pouvoir pour changer la situation. On n'a aucun pouvoir pour protéger les choses qu'on aime, qui sont importantes. Et donc, conséquence de ce sentiment d'impuissance, quand l'impuissance s'installe, la réaction naturelle, c'est la réaction de l'évitement. L'évitement. C'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise,
les personnes qui se sentent impuissantes, elles vont être physiquement présentes dans l'entreprise. Si on prend le cas des élèves, ils vont être physiquement présents dans les classes. Mais comme il manque de ressources mentales pour battre cette impuissance, ils ne vont pas s'engager réellement dans le travail. Ils ne vont plus s'engager réellement dans leur mission au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un comportement que vous allez devoir prendre en compte. Conclusion par rapport à ce deuxième point, les leaders, les dirigeants vont avoir des difficultés à faire disparaître ce sentiment et il va falloir donner du temps pour réparer, pour récupérer. Donc vous, en tant que leader d'après-crise, vous allez devoir faire appel à vos qualités d'intelligence émotionnelle. Vous allez devoir faire preuve d'empathie, vous allez devoir faire preuve d'acceptation. Et d'un point de vue émotionnel, cette incertitude qui va continuer à augmenter est synonyme de peur et est synonyme d'anxiété. Et vous le savez, la peur, quelquefois, elle peut motiver, mais la peur de l'inconnu, elle peut être très, très déstabilisante. Et c'est cette peur de l'inconnu qui va empêcher certaines personnes de votre organisation à prendre des décisions, à agir, vont être bloquées dans leur prise de décision. Donc, sachez-le aussi, prenez-le en compte. Et vous, en tant que leader, soyez transparent, ne dissimulez aucune information. Soyez ouvert, soyez honnête. Ne promettez pas des choses que vous ne pourrez pas fournir. C'est des choses qui vont rassurer tous vos collaborateurs. Il faut reconnaître qu'il y a de l'incertitude et il faut être transparent et dire à vos salariés, à vos collaborateurs que ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de désespoir. Il ne fait aucun doute que la plupart des entreprises, la plupart des institutions vont avoir une proportion de ce qu'on appelle des victimes primaires. Victimes primaires. Les victimes primaires, ce sont des personnes qui ont subi une perte directe liée à la Covid-19. La perte d'un membre de la famille, d'un ami, une perte financière importante liée par exemple à la perte d'un emploi, ou aussi des pertes liées à la situation de sa santé. Dans le pire des cas, cet impact de la perte va conduire au désespoir. Ça, c'est une autre notion très importante. Le désespoir, c'est le sentiment que personne ne peut faire quelque chose pour changer ou améliorer la situation. Donc, pas vous, mais personne dans le monde. Et ça va avoir pour conséquence que ces personnes-là vont avoir du mal à se motiver, vont avoir du mal à rétablir une connexion avec l'entreprise, avec les collaborateurs. Et tout cela va conduire vers une série de problèmes psychologiques très concrets, les troubles du sommeil, des troubles alimentaires, beaucoup plus d'irritabilité, des conflits, des personnes qui vont plus se replier sur elles-mêmes et aussi la dépendance à l'alcool, la dépendance aux drogues. Donc là aussi, en tant que leader, il faut être conscient de toutes ces retombées qui peuvent vraiment toucher tout à chacun. Et vous allez devoir en tant que dirigeant, mettre en place un processus pour identifier les victimes, pour soutenir les victimes. Donc, vous voyez, c'est plus que juste faire attention au bien-être de ses collaborateurs dans son organisation. Non, c'est avoir les compétences pour identifier et pour soutenir les victimes-là. Donc, ça demande un autre type, un autre niveau de compétences. Certaines personnes, vous le verrez, auront besoin d'une aide même professionnelle pour mettre en place un programme d'action positive. Donc, il est vraiment, vraiment important de rétablir un sentiment d'autonomie, un sentiment de maîtrise de soi auprès de ses collaborateurs. Quatrième point, qui est aussi intéressante, dans mon discours, je l'ai appelé la quatrième partie, comment penser l'après-aventure
post-Covid. Aventure. Aventure dans le sens positif du terme. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, les périodes les plus excitantes, ce sont des périodes d'adversité. Ce sont des périodes où on a affronté le danger. Donc, pour certaines personnes, le fait de passer par le confinement, ça a été une grande aventure, un moment psychologique positif. Donc, cette réaction se produit lorsque, vous savez, on est plongé dans des situations de grande importance, des situations où il y a vraiment des conséquences potentiellement graves. Et dans de quelles conditions, qu'est-ce qui se passe psychologiquement parlant? Eh bien, les gens abandonnent leurs limites normales. Les gens se montrent à la hauteur, ils n'ont plus peur. Et la récompense de cette contribution personnelle, c'est quoi? C'est que les gens ont un accroissement de leur estime de soi. Ils se sentent mieux dans leur peau. Ils ont une meilleure conscience de soi. Ils ont plus de reconnaissance envers eux-mêmes. Voyez. Mais malheureusement, ce sentiment, ce booster d'estime de soi, il est de courte durée. Parce que, eh bien, les personnes, ils reviennent au travail, ils retournent dans leur entreprise, ils retrouvent une vie plutôt normale, les collaborateurs s'adaptent, et puis dans certains cas, eh ben, l'enthousiasme qui avait été créé par cette aventure, entre guillemets, est remplacé tout d'un coup par de l'ennui, la négativité, le repli sur soi. Ça aussi, vous, leaders, chefs d'entreprise, ayez-le en tête. Vous devez alors faire attention à les reconnaître, ces personnes-là. Vous devez valoriser encore plus leur contribution. Et puis, vous devez aussi apprécier ces personnes-là apprécient le fait que leur expérience leur ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, vous devez valoriser tout ce qu'ils ont appris dans cette période difficile dans leur pratique professionnelle. Et enfin, dernier point, prendre en compte les conséquences du chômage partiel et du travail à la maison. Alors, je m'explique. Vous le savez, il y a près de 70% des entreprises qui ont mis au chômage 7,5 millions de personnes. Et en plus de ça, il y a eu 20 millions de personnes qui ont commencé à travailler à domicile. Alors, j'ai regardé un petit peu les différentes recherches sur les conséquences psychologiques du chômage partiel et du travail à domicile. Et ces recherches montrent que les expériences sont très, très variées. Ça peut passer du très positif au très négatif. Certaines personnes admettent qu'elles ont apprécié leur congé, qu'elles ont apprécié le fait de passer plus de temps en famille et tout simplement de faire les choses différemment. Il y a aussi des personnes qui se félicitent de ce congé. D'autres personnes ont eu du mal à quitter la maison. Donc, vous voyez, c'est très, très varié. Et le travail à domicile a aussi posé d'énormes défis, vous le savez, des défis en matière d'organisation technologique, en matière d'équilibre famille, vie professionnelle et vie personnelle, des défis de productivité, de gestion du temps. Donc, vous voyez, expérience variée. Mais, quelle que soit l'expérience vécue, il est très probable que les congés et que le travail à domicile ait des retombées psychologiques sur les collaborateurs. Parce que les collaborateurs disent très souvent que l'entreprise, que la familiarité du travail, que les interactions professionnelles en face à face leur manquent. Et pour beaucoup, il y a eu pendant plus de 8, 9, 10 mois, peu de contact avec leurs employeurs. Donc, il y en a certains qui se sont sentis abandonnés, qui se sont sentis dévalorisés, qui se sont sentis vulnérables au sein de l'organisation. Conséquence pour nous les dirigeants, vous devez reconnaître les dommages causés par le travail à la maison, les dommages causés par le chômage partiel. Vous devez le reconnaître et, comme avant, vous devez reconnaître les réalisations de chacun.
Mesdames et messieurs, alors vous l'avez compris, tout dirigeant, toute personne en position de leadership vont devoir envisager un véritable plan pour que les organisations soient résilientes, pour que on puisse descendre la montagne Covid de façon sécurisée, hein, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce nouveau paysage psychologique? Il y a 6 points à retenir. 6. Premièrement, préparer l'organisation, l'entreprise à se concentrer sur le bien-être et la santé mentale. Ça paraît évident. Deuxièmement, mesurer et surtout suivez la santé psychologique et l'expérience des collaborateurs. C'est quelque chose à faire sur le long terme. Troisièmement, capitaliser sur ce sentiment de combativité qui a été créé durant la crise sanitaire. Quatrième point, prenez du recul et utilisez votre intelligence émotionnelle en tant que leader. Cinquième point, soyez clair, soyez sincère, soyez transparent dans votre communication. Dites ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et enfin, sixième point, développez la confiance. Reconnaissez les progrès, reconnaissez encore plus qu'avant les contributions de chacun. Donc, dans un futur proche, à mesure que la menace de la Covid-19 s'éloigne, et en prenant en compte ces 6 points, les collaborateurs vraiment pourront avoir une relation plus fluide, plus positive, j'ai envie de dire, avec leur travail. Donc, ce discours vous propose quelques réflexions basées sur la psychologie, et j'espère vraiment que toutes ces idées susciteront, inspireront aussi vos actions et vous permettra, vous dirigeants d'entreprise ou toute personne ayant du leadership, à exercer, à planifier et à préparer un retour en toute sérénité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Lair. Alors, comment retrouver une sereine normalité? Alors, vraiment des astuces pour nos leaders, leaders d'institutions, leaders d'organisations, leaders d'entreprises. Merci beaucoup, vraiment. J'ai bien aimé cet esprit de combat qu'on a tous exercé pendant pendant la pandémie. Oui, c'était un combat, oui, pour tous. Jeunes adultes, jeunes enfants, nous adultes, gérants d'entreprise, gérants d'institutions. Merci beaucoup. J'espère que tous on aura cette intelligence émotionnelle pour faire face à cette nouvelle normalité. Comment on pourra guider alors tous les gens qui sont dans nos équipes de travail, dans nos classes, comment on pourra les guider vers cette nouvelle normalité. Résiliente, hein? Il ne faut pas aussi oublier la résilience. Je vous remercie beaucoup, Madame Lair. Et voilà, on arrive à la fin de cette simulation de conférence sur les thèmes des effets psychologiques du Covid pour nos jeunes enfants, jeunes adultes, pour les jeunes en général. Et maintenant, je vais ouvrir le débat. Je ne sais pas si vous avez des questions à adresser à nos chers intervenants. Je vous donne la parole. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Vous pouvez parler à votre langue, si vous voulez. On a nos chers interprètes qui ont fait vraiment un travail, un très, très bon travail. On les remercie aussi. Elles vont continuer alors à nous aider pendant cette discussion. Sorry. Oui? Je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la parole ou pas? Can I take the floor, Madam Chair? Oui, je vous en prie, Madame Sidiropoulou.
Okay, thank you so much. And I do apologize for the fact that I forgot all about my second device being on, which led to that small Larsen effect. A couple of seconds ago, I do apologize. Well, good afternoon, everybody. I'm going to speak in English. So for those of you who are non-English speaking, please take the time and the trouble to choose your interpreter. I haven't asked for the floor because I have any real questions to speak of. The reason why I have asked for the floor is because I want to express my heartfelt thanks to our speakers. I do appreciate and acknowledge their time, and a great many thanks for the fact that although all of them are accomplished professionals, they are doing all this pro bono. They have not asked for any remuneration of any kind for the time they have so generously allotted to all of us here. So I wish to thank them very much for the fact that all of them, as far as I can recall, have opted for a positive closing note. And I just want to close by saying that I do share this point of view, namely that I believe that we should all be hoping that resilience will prevail, and that our teenagers, our youngsters, as well as ourselves, middle-aged people, will after all manage to get out of this situation victorious. And why not? After all, I think that we should have in mind that this is not a first for humanity. Let's just think about all those people that were teenagers, young people, young adults, or not so young adults when the First World War broke out, and when the first, the second, or the third wave of that flu pandemic were hitting. So I think that all of us should be optimistic. This is what I've been trying to do all along, at least. So thank you very much, Madam Chair. Merci beaucoup aussi, Madame Sidiropoulou, pour votre intervention. Oui, Monsieur Lys, vous avez aussi la parole. Thank you very much indeed, Ms. Simevu. I have a question for Ms. Lair related to her presentation, and that has to do with a comment she made that everyone has suffered to some extent from the pandemic, or at least been affected to some extent. I agree with that, but I'm sure she would also agree that some have suffered more than others and been affected more than others. And I would like to say that I believe that is especially apparent in the employment sector that relates to healthcare workers and teachers, where the need that we have for these people to be paid properly, to be offered reasonable salaries is extremely, extremely important. That's really been highlighted. But apart from that, we've also seen the flaws of the system that has been going on for far too long, where many people in the private sector are paid illegally without proper insurance contributions. And many of these people have been forgotten about. And of course, since they work on the black market, haven't been able to receive any real help from the government. And I would like to ask Ms. Lair what she thinks the responsibility of the government, any government, is in order to ensure that this situation is rectified in the future. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Lee, j'allais dire Mr. Lee, Monsieur Lee, pour votre question. Alors, le cas des enseignants
dans la crise de la Covid est particulièrement intéressant. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire que penser au bien-être, même pas au bien-être, mais penser déjà à la situation des enseignants, il y avait déjà beaucoup de choses à corriger avant la crise sanitaire concernant la situation des participants dans le domaine éducatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis, je dirais, les 3-4 derniers mois, un intérêt se développer, puisque moi, je fais aussi, vous savez, j'interviens pour faire de la formation auprès des enseignants de français partout dans le monde. Et il y a une demande de plus en plus récurrente depuis 3 mois, qui est une demande de formation sur le bien-être des enseignants, d'une part, et d'autre part, une demande aussi de formation sur comment développer le bien-être dans la classe de langue, et comment développer ce qu'on appelle l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, j'ai l'impression que la crise du Covid a donné enfin un coup de projecteur sur la situation des enseignants, alors je dirais des enseignants de langue, mais de tous les enseignants en Europe. J'aimerais préciser que cette situation de précarité, et Monsieur Lee a parlé aussi de la situation des enseignants qui ont choisi beaucoup d'intervenir sur le marché noir parce que voilà, leur mission quotidienne dans le service public ne leur suffisait pas à vivre correctement. Je pense qu'il y a un déclic qui est en train de se créer petit à petit pour le monde de l'éducation en Europe. J'aimerais vous dire en Europe parce que la situation des enseignants est bien différente. Moi qui connais bien la situation au Canada, où là, je pense que les gouvernements européens pourraient beaucoup s'inspirer sur la prise en compte de ce qu'est le métier d'éducateur. Un métier qui est beaucoup plus valorisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lair, pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi nos... Non, je vois personne. Juste une petite question, Monsieur Lys. Vous avez parlé des examens de GCSE et on a vu comment ce système a été très défaillant lors de la pandémie. Peut-être aussi, ça sera une opportunité de réexaminer l'évaluation de nos jeunes et réexaminer aussi comment évaluer leurs connaissances. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des idées sur ce point-là. Et après, on a aussi une question que Madame Fanny Karamanol voulait adresser aussi. Monsieur Lys, vous avez la parole. Yes, thank you very much for the question. It is a very important issue indeed, and one of the greatest mistakes, I think, and the flaws that exist within the exam system, not just in the UK, but in many other countries in Europe, is that we don't really look for what someone has critically been able to understand and process, but actually what they've remembered parrot fashion. And I think that this does provide us with a wonderful opportunity to reassess what exactly it is that we want our young people to come out of school with in terms of knowledge. I'm not sure how things will develop going forward in terms of how assessment is made in light of the pandemic. I don't think there is a perfect system. The ideal system is for people to actually be able to take time with their teachers, their tutors, and be able to sit the exams in normal circumstances. That wasn't possible in the UK, and I have to say that it wasn't an easy decision for any government to make, especially in a country that was so badly affected, how the exams would actually take place. But I do think that it merits discussion, and that we need to really ask that serious question, what we expect young people to learn when they come out of school. So I think that provides us with a lot of food for thought in the future. Thank you.
Oui, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Karamanoli aussi, vous avez la parole. Vous avez une question? Est-ce que je pourrais juste réagir, excusez-moi, par rapport à la question précédente? Oui, oui, oui. Oui, Allez-y. super. Parce que bon, l'évaluation, naturellement, c'est un thème central. Merci beaucoup d'avoir levé cette interrogation. Alors, vous savez, dans mon entreprise, dans bi-entreprise, nous intervenons aussi beaucoup dans les écoles et nous mettons en place ce qu'on appelle, on utilise le terme anglais, on appelle ça le visible thinking. J'imagine que mon collègue Christopher Lee connaît cette stratégie. Le visible thinking, c'est une autre façon d'évaluer, je dirais. C'est une façon plus intéressante pour l'apprenant. Le visible thinking, c'est comment en fait rendre visibles les apprentissages des élèves. C'est une méthodologie qui est issue de la recherche, qui a été développée par l'université de Harvard. Et ce sont des mini-stratégies qui permettent de rendre visibles en fait tous les processus d'apprentissage, des processus qui sont souvent invisibles. Hein. Souvent, on évalue un résultat, mais on n'évalue pas le processus. Et je pense que c'est c'est très, très, très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à chercher déjà d'une part sur Internet, visible thinking, et vous verrez, on évalue d'une certaine façon, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait? On développe l'esprit critique, on développe la créativité, l'autonomie, l'engagement des élèves. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus riche qu'un simple examen avec une note à la clé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, hein. Très, très intéressant. On va le chercher sur Internet. Visible thinking. Alors, Madame Karamanoli, vous avez la parole. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Λύς σχετικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις, αν έχει κάποια εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν τελικά ευνοεί τα παιδιά αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ότι μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι φέτος όλη τη χρονιά και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο διάβασμά τους, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στο σχολείο και να εντός εισαγωγικών χάνουν ένα 8ωρο στα μαθήματα. Ούτως ή άλλως, οι μαθητές στην Ελλάδα στην τρίτη λυκείου πολλές φορές εξαντλούν όλο τον αριθμό των απουσιών τους την τελευταία χρονιά, γιατί θεωρούν ότι είναι σημαντικότερο να βρίσκονται σπίτι και να διαβάζουν μόνοι τους. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, φέτος είχαν ακριβώς αυτή την ευκαιρία χωρίς καν να παίρνουν απουσίες, γιατί γινόταν ελάχιστα μαθήματα μέσω του διαδικτύου. Οπότε, θεωρείτε ότι αυτό τους ευνόησε στο διάβασμά τους ή είναι κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο τελικά στα αποτελέσματα λόγω της απομόνωσης που νιώθουν? Σας ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much, Ms. Karamanoli. That's a very interesting and very important question. I think that I'm not very, very familiar with the Greek system, as you know, because I live in Britain. But what I do know is that, and this is what people have told me in the past, that one of the great problems that young pupils in Greece face is that they're very overworked, not just in terms of the work that they get from school, but the many other activities that they do outside of school, even regarding sports, foreign language learning in private institutions, and not only languages, but other subjects as well. So I think that the reduction in that workload has probably helped them to a great extent take time out and revise themselves in their own time and in their own way. Whether that's beneficial to every student individually, I doubt that that is the case. I think that not having regular contact with your teacher, especially towards the end of the school year, is very, very damaging to some children, whereas to other children who perhaps have assimilated the information more efficiently, it might be beneficial. From a psychologist's point of view, however, I have to say that the time away from their natural environment, which is the school, is very damaging to their psychological and mental health. There's no doubt about that, especially for a long period of time.
So I would say that the advantages of being in school outweigh the disadvantages, definitely in that case. But that's something that we'll have to see going forward. Studies will have to be carried out in order to be sure about that. But I will continue to believe that the best place for young people is in their natural environment in the school area. Thank you very much for the question. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup aussi à tous les participants. Ils ont adressé des questions très, très intéressantes. Et à la fin, je voudrais remercier surtout nos chers interprètes. Maintenant, nos étudiants d'interprètes, mais nos collègues futurs, un futur très, très, très proche. Vous avez fait un travail exceptionnel. Je vous remercie beaucoup. Et on arrive alors à la fin de cette simulation de conférence. Je vous remercie beaucoup. Et voilà, bravo à tout le monde. Au revoir et à la prochaine.